Oui, alors, c'est effectivement un thème, quand Mesgala m'a demandé de parler à ce colloque, j'ai proposé le multilatéralisme, vous allez voir pourquoi. Donc, ce colloque nous invite à réfléchir sur le rapprochement entre l'Amérique et la Russie et ses conséquences sur le monde arabe. Et je pense que ce rapprochement, en fait, pour être efficace, ne pourra pas faire l'économie du multilatéralisme. Donc là, vous avez vu, tout de suite compris mes trois parties. La première, sur le rapprochement États-Unis-Russie, qu'est-ce que ça veut dire? La deuxième, les conséquences sur le monde arabe. La troisième, l'importance du multilatéralisme dans cette affaire. Le rapprochement entre l'Amérique et la Russie, effectivement, c'est un phénomène passionnant, s'il a lieu, parce qu'effectivement, on a pu constater que ces deux grandes puissances de l'hémisphère nord, peuplées, plein de ressources naturelles, et vraiment dans le nord de l'hémisphère, ces deux puissances chrétiennes, en fait, avaient de mauvaises relations depuis plus d'un siècle. Elles ont eu des bonnes relations avant 1914. J'en veux pour preuve l'achat de l'Alaska par les États-Unis à la Russie. Mais je pense que ce rapprochement n'est pas un phénomène aussi simple que tout autre rapprochement diplomatique. Ce n'est pas un rapprochement diplomatique classique, comme on a pu connaître, le rapprochement diplomatique franco-allemand à partir de 1974 entre le président Giscard d'Estaing et le chancelier Schmitt. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un rapprochement du type du rapprochement franco-allemand de 1974? Eh bien, parce que nous n'avons pas la même structure de gouvernement de part et d'autre. En Russie, nous avons un tsar, qui est Vladimir Poutine, et qui est au centre... Un peu d'attention, s'il vous plaît, de respect pour la personne qui parle. Vous pourrez intervenir ensuite. Alors, je redis ce que je pense, c'est-à-dire je pense que Vladimir Poutine est un tsar, mais ce n'est pas un tsar faible. Vous savez, dans l'histoire de Russie, il y a eu des tsars faibles, c'est un tsar plutôt fort. Voilà. C'est pas Nicolas II, hein, c'est un tsar plus fort. Et donc... Fini, oui. Qui est au centre du gouvernement russe et qui est deux fois au centre, parce que sa position elle-même est centriste. Il y a des gens qui sont plus nationalistes que lui en Russie. C'est ce qu'on ignore souvent. Poutine n'est pas le plus nationaliste des Russes. Mais lorsqu'il prend une décision stratégique, il la prend seul et personne ne peut l'empêcher. Vous voyez, par exemple, madame, il serait absolument inimaginable d'avoir en Russie, ce que nous avons eu avec David Cameron et la Chambre des communes et la guerre qui se préparait contre Bachar el-Assad en septembre 2013, c'est-à-dire Cameron était pour faire la guerre et le Parlement lui a refusé. En Russie, chère madame, c'est une hypothèse absolument inenvisageable. Voilà, il faut prendre les choses telles qu'elles sont et regarder le monde tel qu'il est. Donc voilà pour ce qui concerne Poutine. En revanche, dans le pouvoir américain, aujourd'hui, dans l'exécutif américain, vous avez deux tendances qui sont rivales. On ne sait pas d'ailleurs quelle tendance va gagner. Vous avez une droite réaliste, kissingerienne, metternichienne, classique, incarnée par le secrétaire à la défense Mattis, le secrétaire d'État Tillerson et le conseiller à la sécurité
nationale, le général McMaster. Ça, ce sont des réalistes classiques qui sont venus en Europe récemment et qui ont tenu un discours réaliste classique, américain classique, de soutien à l'OTAN et de soutien à l'Union européenne. Et puis vous avez une autre tendance importante à la Maison-Blanche, une tendance de droite plus messianique, qui est incarnée par le chief strategist, responsable en chef de la stratégie, Steve Bannon, qui a publiquement décrété que l'Union européenne était une sorte de création du diable. Alors, on ne sait pas encore quelle tendance va gagner dans l'exécutif américain étant lui-même bridé par le Congrès, ce qui n'est bien sûr pas le cas en Russie. Et donc, le décryptage est difficile. Ce qu'on peut constater, c'est que ce rapprochement, pour le moment, n'a pas lieu. Il y a toujours des sanctions américaines sur la Russie. Nous avons eu l'ambassadrice américaine à l'ONU qui a critiqué la Russie lors des derniers échauffourées militaires en Ukraine. Ça va être très difficile d'avoir un deal sur l'Ukraine pour plusieurs raisons. Enfin, le but n'est pas de parler de l'Ukraine ici, mais enfin, on pourra en parler dans les questions si ça vous intéresse. Et donc, ça va rester longtemps une épine, et ça va rester un obstacle au rapprochement russo-américain. Mais, sur le terrain, ça m'introduit ma deuxième partie, on s'aperçoit que pragmatiquement, il y a un rapprochement pratique, tacite, non dit, pas caché, mais non dit, non affirmé, au Moyen-Orient précisément. Et je vais vous donner les preuves de ce rapprochement russo-américain sur le monde arabe. Le premier phénomène de rapprochement, on l'a constaté lorsque le président Trump a donné l'ordre à son ambassadeur au Kazakhstan d'assister à la conférence, la première conférence après la reprise d'Alep par les troupes gouvernementales syriennes et leurs alliés, évidemment les milices chiites, iraniennes et leurs alliés russes. Il y a eu une conférence donc, où les rebelles ont accepté d'aller à Astana et où étaient invités également la Turquie et l'Iran, la Russie bien sûr. Et tout ça se passait au Kazakhstan. Aucune puissance occidentale n'était invitée. La France, qui était, si vous vous souvenez peut-être, de puissance mandataire en Syrie, n'était pas invitée, hélas, mais Donald Trump a donné l'ordre à l'ambassadeur d'assister, alors qu'il est bien sûr qu'il n'intervenait pas, parce qu'il était un simple ambassadeur, et c'était un geste, je dirais, de révérence américaine à l'égard de l'importance du jeu russe au Moyen-Orient. Et dans ces hearings au Sénat, pour se faire confirmer au Sénat, le Tillerson, le secrétaire d'État Tillerson, s'est fait harceler par le sénateur Rubio, qui à plusieurs reprises a voulu lui faire dire que Bachar al-Assad était un criminel de guerre et que Poutine était un criminel de guerre en Syrie, et il a refusé de le dire. Il a quand même été confirmé. Le deuxième phénomène où on voit dans le monde arabe ce rapprochement entre la Russie et les États-Unis, eh bien, c'est ce qui se passe en ce moment à Manbij. Alors, il n'y a pas de carte ici, mais ça se trouve au nord-ouest de la Syrie. Et là, vous avez
ce qu'on appelle les FDS, les Forces démocratiques syriennes, qui sont une union entre les Kurdes, vous savez, les Kurdes progressistes, les crypto-communistes du PYD, vous savez, ces femmes qui ne sont pas voilées, qui sont des combattantes, etc., et qui ont fait une alliance avec quelques sunnites. Enfin, les Kurdes sont la majorité, et c'est à eux que va échoir, avec un soutien occidental, américain, de reprendre Raqqa. Mais l'armée turque et la Turquie n'a pas du tout envie de voir les cousins germains du PKK turc, PYD c'est les cousins germains du PKK turc, avoir une victoire militaire flagrante et brillante. Et donc, l'armée turque s'est avancée pour essayer vers Manbij, pour essayer de chasser les FDS de Manbij et reprendre la main dans ce jeu qui va se jouer dans les prochains mois sur Raqqa, qui est plus à l'est. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu côte à côte les blindés russes et les blindés américains s'interposer, s'opposer à ce que les blindés turcs s'avancent. Quand je dis les blindés américains, ce sont des blindés avec le drapeau américain dessus. Voilà. Et avec les Russes à côté. Je ne peux pas vous l'affirmer, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu quelques conversations entre les Russes, les tankistes russes et les tankistes américains, entre les deux états-majors. Le troisième phénomène, c'est plutôt maintenant dans le futur, que je vois les choses, où je pense que ce rapprochement pourrait être utile au monde arabe, c'est au Yémen. Les Américains sont embarrassés par cette résolution qui a été votée en mars 2015 au Conseil de sécurité de l'ONU pour autoriser une coalition menée par l'Arabie Saoudite, les Émirats, à remettre par la force le président Mansour Hadi au pouvoir au Yémen, puisque, vous le savez, les chiites zaïdis, les houthis, avaient repris la capitale Sanaa avec une alliance qu'ils ont avec l'ancien président Saleh. Les Américains sont embarrassés par cette histoire parce que les campagnes de bombardement aérien ont fait des dégâts collatéraux extrêmement importants. Les Émiratis et les Saoudiens ne sont pas capables de gagner la guerre contre les houthis. Ils en ont très peur. La preuve, d'ailleurs, ils viennent de demander à une brigade pakistanaise de s'installer à la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Yémen pour protéger le territoire saoudien des incursions houthis. Les Émiratis et les Saoudiens ont fait venir, le conflit a débordé de l'autre côté de la mer Rouge, on a fait venir des soldats du Soudan et d'Érythrée au Yémen. Ça ne suffit pas. Et donc les Américains sont embarrassés par une sorte d'engrenage de la guerre autour de la mer Rouge, avec une Éthiopie qui est de plus en plus nerveuse et qui se sent encerclée par ce front arabe, qui vient de faire un pacte avec Djibouti, justement contre ce front arabe, qui lui permet d'entrer l'armée éthiopienne à un accord avec le gouvernement djiboutien qui peut entrer même sans demander une autorisation. Alors, pour régler cette crise au Yémen, en fait, le meilleur honest broker, et je pense que les Américains, alors là je fais un pari, mais je peux me tromper, hein, c'est comme si vous pariez sur Fillon, ou sur Macron, sur Le Pen, vous pouvez se tromper, mais là je fais un pari. Je fais un pari que les Américains seraient contents de voir les Russes s'impliquer comme honest broker dans cette crise yéménite.
parce que les Russes ont réussi à maintenir, bien sûr, d'excellents rapports, comme chacun sait, avec l'Iran, mais aussi avec l'Arabie Saoudite. Les Russes ont de très bons rapports avec l'Arabie Saoudite. Pourquoi ils ont de très bons rapports avec l'Arabie Saoudite? Pourquoi les Russes ont de très bons rapports? Parce que les Russes... Pardon? C'est surtout les USA qui ont... Oui, bien sûr. Vous pourrez intervenir après. Non, mais tout le monde sait, monsieur, qu'il y a le pacte du Quincy dans cette salle. Tout le monde sait qu'il y a un pacte qui a été fait par Ibn Saoud et Roosevelt sur le Quincy en février 1945, et tout le monde sait que George W. Bush a réitéré pour 60 ans ce pacte stratégique entre l'Arabie Saoudite et l'Amérique. Et ce que je vous apprends là, monsieur, c'est que les Russes, contrairement aux apparences, n'ont pas de mauvaises relations avec l'Arabie Saoudite. Et là, c'est ce paradoxe-là que je viens vous dire. Et pourquoi? Parce que les Russes ont été assez frappés du fait, les Saoudiens ont été assez frappés du fait que les Russes aient été et montré au Moyen-Orient de la constance, si vous voulez. Les Saoudiens ont été effarés de la manière dont les Américains ont abandonné en une semaine Moubarak. On a vu Hillary Clinton l'embrasser, une semaine après, il était jeté aux orties. Les Russes n'ont pas laissé tomber, ils étaient alliés depuis 40 ou 50 ans avec le régime bassiste en Syrie, ils ne les ont pas laissés tomber, et bien que l'Arabie Saoudite, bien sûr, finançait les rebelles en Syrie, mais les Saoudiens ont dit « Ah, Poutine, c'est un type sérieux, respect, il ne laisse pas tomber ses amis. » Et ça, c'est respecté au Moyen-Orient. Donc, je pense qu'on va demander à la Russie de jouer. J'aurais préféré que la France joue ce rôle, mais enfin, la diplomatie française est assez effacée depuis quelques années. Mais je pense qu'on va demander à la Russie de jouer ce rôle d'un escroqueur sur le Yémen. Alors, en quoi je pense que le multilatéralisme, ça va être ma conclusion, le multilatéralisme et le bon usage, l'usage efficace du multilatéralisme implique évidemment un rapprochement américano-russe, puisqu'ils ont tous les deux, bien sûr, un droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Et je remarque qu'à chaque fois que le multilatéralisme n'a pas été respecté, ça a été catastrophique pour le monde arabe. Alors, je vais vous donner des exemples récents. On peut remonter plus, mais on va prendre les exemples les plus récents. Il y a évidemment le refus des États-Unis de passer par le Conseil de sécurité des Nations Unies avant d'envahir l'Irak en mars 2003. Il y a cette résolution autorisant l'interdiction aérienne en Libye, qui a été violée par le P3, c'est-à-dire par les trois puissances occidentales du Conseil de sécurité, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque en Libye, ils sont allés plus loin que ne le permettait le mandat, et puisqu'ils sont allés jusqu'au changement de régime, puisque ce sont des avions français, comme chacun sait, qui ont bombardé la caravane de Kadhafi qui s'éloignait vers le sud de son pays et qui ne menaçait pas les populations civiles. Cette expédition de 2011, cette guerre de 2011 franco-anglaise-américaine, qui, je l'ai écrit, me semble être la plus grave erreur stratégique de la Ve République en politique étrangère. Et la troisième, c'est quelque chose qui est plus méconnu,
la troisième fois que le multilatéralisme n'a pas été respecté, je le regrette beaucoup. Et donc, le multilatéralisme, c'est-à-dire que le rapprochement, ou l'intérêt d'un rapprochement russo-américain n'a pas été considéré, c'est lorsque, le 5 février 2012, l'ambassadeur Tchourkine, on peut lui rendre hommage puisqu'il vient de mourir à son poste, l'ambassadeur Tchourkine a proposé aux Occidentaux un plan de transition en Syrie, c'est-à-dire un aménagement, c'est-à-dire, je dirais, une sortie dans l'honneur et progressive du président Bachar al-Assad, parce que la Russie n'a pas la même position que l'Iran. La Russie est attachée, bien sûr, à la laïcité, à la tolérance religieuse en Syrie. Elle est attachée à la culture bassiste de la Syrie, mais elle n'est pas attachée à la personne de Bachar al-Assad, alors que l'Iran est attaché à la personne de Bachar al-Assad. Et au lieu de travailler immédiatement, moi j'aurais été à la place de M. Sarkozy et de M. Juppé, je me serais précipité pour prendre cette proposition russe, évidemment les Chinois suivaient, et lorsque les Russes et les Occidentaux s'expriment ensemble au Moyen-Orient, ça a quand même beaucoup de poids. Eh bien, nous ne l'avons pas voulu. Pourquoi? Ben, vous le savez, parce que c'est public, puisque ces personnes se sont exprimées publiquement. À l'époque, Alain Juppé, David Cameron, Premier ministre anglais, Hillary Clinton, secrétaire d'État, ont dit que ça n'avait absolument aucun intérêt, puisque Bachar el-Assad, ont-ils dit publiquement, n'en avait que pour quelques semaines. Et donc, je crois que par ces trois exemples, j'espère en tout cas, que par ces trois exemples, je vous ai démontré que le multilatéralisme, c'est-à-dire qui passe forcément mécaniquement par un rapprochement russo-américain, que le respect strict du multilatéralisme était bon pour le Moyen-Orient, pour l'Europe et pour le monde. Je vous remercie.